Alors, déjà, merci pour l'organisation de ces journées. Moi, je vais vous parler d'une approche de modélisation inverse pour déduire les gradients d'élévation de la température de l'air et des précipitations dans des bassins de montagne. Avec ce qui m'intéresse, c'est comment l'élévation affecte la température et la précipitation. Donc, on sait que les températures et les précipitations varient dans l'espace, en x, y et dans le temps, bien sûr, mais elles varient aussi dans la dimension verticale. En particulier, plus on augmente en altitude, plus les températures baissent et plus la précipitation a tendance à augmenter à travers ce qu'on appelle des gradients orographiques qui peuvent être exprimés en degrés par 100 mètres pour les températures et en pourcentage par kilomètre, par exemple, pour les précipitations. Alors, si on regarde sur un échantillon de stations dans les Alpes, par exemple, pour les températures, sur ces laps moyens saisonniers, on observe un signal saisonnier assez clair, avec des gradients qui sont plus faibles au solstice d'hiver qu'au solstice d'été. Et donc assez bien marqué. Et de l'ordre de, vu par les stations, de l'ordre de moins 0,50 degrés par 100 mètres, en tout cas vu par ces stations qui sont entre 500 et 2000 mètres d'altitude. Pour les précipitations, c'est plus compliqué. En moyenne, ce gradient est de 57% par kilomètre, mais avec une extrême variabilité journalière et un signal qui est un peu douteux dans le sens où on n'a pas de connaissance de la précipitation au-dessus de 2000 mètres d'altitude parce qu'il n'y a pas de station et parce qu'aussi on sous-estime la neige. Donc, le problème, c'est que quand il va falloir spatialiser des forçages de température de précipitation pour les modèles, il va falloir utiliser des modèles de spatialisation qui ont un certain nombre de paramètres sur le voisinage, sur les modèles de spatialisation, sur la prise ou non en compte de l'altitude, et que ces choix-là, ils vont impacter finalement les résultats de simulation et créer de l'incertitude. Alors en particulier dans les modèles niveau hydrologique conceptuels qu'on utilise à la fois en recherche et en hydrologie opérationnelle, des modèles neige de type HBV, Moïse, Sémanège, que vous connaissez bien, Mordor, on a un certain nombre de paramètres pour contrôler l'accumulation de la neige à travers des paramètres de température, par exemple seuil ou de phase, enfin de range de température, des paramètres pour corriger par exemple la sous-estimation de la neige ou des paramètres encore qui contrôlent la fonte de neige à travers l'état thermique du manteau neigeux, par exemple, ou des méthodes de degrés-jour. Donc, le rôle de ces paramètres, c'est s'adapter aux conditions de neige locales, mais on pourrait faire l'hypothèse qu'ils sont principalement utilisés pour compenser les erreurs qu'il y a dans les données d'entrée sans vraiment y arriver. À l'inverse, on peut essayer d'inverser le cycle hydrologique et d'utiliser les modèles hydrologiques pour essayer de mieux évaluer la dépendance des forçages spatialisés à l'élévation de manière plus réaliste et puis obtenir ainsi peut-être de meilleures simulations tout en limitant le nombre de paramètres. Donc, c'est le sujet de cette présentation où je me suis posé la question suivante, est-ce que des produits neige satellitaires et des données de débit peuvent aider à mieux évaluer ces gradients d'élévation, de température de précipitation, mieux que des procédures classiques d'interpolation, d'extrapolation des forçages. Alors, pour répondre à cette question, pour essayer de l'appréhender, j'ai conduit plusieurs analyses de sensibilité à différents types de forçages dans lesquels la dépendance à l'élévation va être prise dans les champs de température et de précipitation de deux manières différentes, soit en estimant les gradients locaux et variables dans le temps à partir des données disponibles de stations en utilisant des méthodes d'interpolation, ou alors en incorporant une part du processus de distribution dans une modélisation inverse via des paramètres de calage d'élévation qui vont corriger une première distribution sans prise en compte d'altitude de la précipitation et de la température. Alors, ma zone d'étude a concerné les Alpes françaises où j'ai récolté 20 bassins versants à écoulement naturel. Je passe vite, j'ai pas vraiment le temps. Et j'ai utilisé à peu près 150 stations de précipitation Météo France et 80 stations de température Météo France pour donner ce signal de précipitation de température. On voit sur le graphique de droite que le problème de ces stations, c'est qu'au plus haut, elles sont à 2000 mètres d'altitude, c'est des stations sans lacune, alors que au-dessus de 2000 mètres d'altitude, c'est 20% de la surface dans les Alpes et 45% de la surface des bassins qui nous intéressent. Donc, on est un peu aveugle sur ce qui se passe en altitude. Alors, j'ai utilisé aussi en données de contrôle des données MODIS. Donc, je passe vite, les données MODIS, elles sont entachées d'un certain nombre de nuages. Et donc, en combinant des données de différents satellites, en appliquant des filtres de déduction temporelle et enfin des filtres spatiaux, j'ai réussi à éliminer tous les nuages pour obtenir une reconstruction finalement des dynamiques de neige sur les Alpes sans lacune que j'ai validée, mais j'ai pas le temps d'en parler, donc je vais assez vite.
Alors, pour ce qui est des schémas de spatialisation, on a plusieurs problèmes dans ces schémas. C'est d'abord la méthode pour choisir le voisinage, soit à travers un nombre de points, soit à travers un rayon de recherche. Les modèles pour caractériser la variation spatiale de la variable d'intérêt, ça peut être des approches déterministes ou géostatistiques, et puis l'approche pour ajuster à la dépendance de l'élévation. Donc, ce que j'ai fait dans ce travail, c'est que j'ai utilisé une méthode inverse distance pondérée, qui est une méthode déterministe, et une méthode géostatistique de crigeage, que j'ai appliquée sans prise en compte d'élévation dans un premier temps, et puis chacune ensuite avec une dérive externe qui prend en compte l'élévation comme élément auxiliaire pour représenter le signal. Alors, ces techniques, je les ai testées à la fois à travers une évaluation ponctuelle sur les stations en utilisant une procédure leave one out, où j'essaye à la fois de caler les paramètres liés à ces méthodes, mais aussi d'évaluer leur qualité ponctuelle. Et en même temps, j'ai conduit une analyse de sensibilité hydrologique à ces forçages. Alors, si on regarde les résultats de validation croisée, d'abord pour la température, sans surprise, c'est les méthodes qui prennent en compte l'altitude à travers la dérive externe, notamment l'inverse distance pondérée avec dérive externe, qui permet de minimiser la RMSE et de donner les meilleurs résultats. Pour la précipitation, c'est plus flou. Le meilleur résultat est obtenu avec une méthode inverse distance pondérée qui ne prend pas en compte l'altitude. On voit une RMSE un peu plus faible, mais encore une fois, ça suffit pas comme validation puisque on va voir qu'il va y avoir des impacts de sensibilité dans les modèles hydrologiques. Alors pour tester la sensibilité au modèle niveau hydrologique, donc j'ai développé une routine neige inspirée beaucoup de SEMA neige, de Mordor, enfin des routines qui existent classiquement et qui va permettre à partir de précipitations et de températures journalières en entrée de décomposer la partie pluie-neige, de corriger la sous-estimation de la neige avec un paramètre SFCC qui va permettre de faire la fonte de la neige en fonction d'un état thermique du manteau neigeux, d'un seuil de fonte et d'une méthode de gré-jour. Et puis, on va utiliser aussi un paramètre ici, SWE threshold, pour déterminer, en fonction de la hauteur d'eau dans le réservoir neige, la fraction enneigée sur le bassin, la bande d'altitude ou le pixel qui nous intéresse. Donc, ce modèle il peut être appliqué de manière complètement distribuée ou en bande d'altitude. Et puis, il y a un certain nombre de paramètres, on y reviendra, associés là-dessus. Alors, quand les jeux de données de température de précipitation en forçage sont interpolés, mais sans prise en compte d'altitude, ce modèle neige, il permet de corriger, prendre en compte les gradients d'élévation à travers deux paramètres, PLR et TLR. Alors, comment ça marche? La correction de précipitation, donc c'est un facteur multiplicatif qui va permettre de corriger en pourcentage par kilomètre l'élévation entre une précipitation qui est spatialisée sans prise en compte d'altitude et on va la corriger de l'altitude réelle, par exemple, de la bande d'altitude en question par la différence avec l'altitude qui est vue par les stations utilisées ce jour-là au niveau de cette bande d'altitude. Voilà, et on fait cette correction. La température, c'est le même principe, sauf que c'est une correction additive en degrés par 100 mètres à travers un paramètre TLR qu'on va également pouvoir moduler à travers un deuxième paramètre, un coefficient saisonnier de variation qui va permettre de tenter de reproduire l'évolution du gradient dans l'année en lien en particulier avec la radiation solaire. Alors, j'ai opéré plusieurs tests. D'abord, 3 tests où on ne prend pas en compte dans le modèle l'élévation. Donc, un test 1 où température, précipitation, il n'y a pas de signal d'élévation. Test 2, température, prise en compte d'élévation, mais pas pour précipitation. Et test 3, on prend en compte l'élévation avec une dérive externe pour température et précipitation. Et ça, on va l'utiliser avec un modèle neige à 5 paramètres, donc assez paramétré, qui va permettre de compenser éventuellement des choses. Test 4 à 6, c'est là, les forçages ne prennent pas en compte l'élévation et on va jouer sur le modèle à travers 2 paramètres dans une première version de modèle, TLR et PLR. Dans la troisième version, on va rajouter la variation saisonnière et puis dans la test 6, on va rajouter encore 2 paramètres. Et j'ai testé ça avec 2 modèles hydrologiques, GRKJ et HBV, un modèle à 2 réservoirs et 4 paramètres et 3 réservoirs à 9 paramètres de calage en association. Alors, les modèles, ils ont été calés sur des dynamiques de neige semi-distribuées et sur le débit à l'exutoire du bassin versant à travers une fonction objectif où j'ai donné le même poids au débit et à la neige et que je cherche à minimiser pour optimiser les paramètres du modèle neige et des modèles hydro.
Et puis, mes périodes de saison, elles ont été découpées en split sample classique, en calage contrôle, ce qui me donne 40 exercices d'évaluation, 2 périodes d'évaluation fois 20 bassins. Les critères d'évaluation, c'est la dynamique de neige en H, les high flow avec un H classique sur les débits, les low flow avec un H sur logarithmique et l'erreur de volume. Alors voilà les résultats que j'obtiens. D'abord pour GR4J, on voit que dans les tests 4 à 6, qui prennent en compte justement une correction par le modèle des forçages, on simule beaucoup mieux à la fois les dynamiques de neige et de débit. Et ça, c'est vrai à la fois avec le modèle GR4J et HBV. Donc, je passe vite, on pourra revenir là-dessus éventuellement. Ça, c'est des exemples de simulation des différents tests. J'ai pas le temps de passer là-dessus sur un bassin, sur la durance, mais pareil, le test 4 qui prend en compte que 2 paramètres de calage donne les meilleurs résultats. Alors ça, cette diapo, elle présente finalement une analyse de sensibilité des paramètres pour les différents tests. C'est un exemple. On voit par exemple le test 4 où on n'a que 2 paramètres. On a une très bonne identification des paramètres TLR et PLR qui permettent de donner la fonction objectif l'une des plus faibles par rapport au test 1 à 3 qui utilisent des forçages qui prennent ou non en compte les gradients d'élévation à partir des stations seulement. Et on voit que dans le test 6, finalement, rajouter des paramètres mène pas grand-chose finalement dans la fonction objectif, mais aussi dans le contrôle. Alors, si je reviens à ma question de départ, vous savez, au début, quand je regardais les gradients que à partir des stations de température, j'avais un gradient de température de 0,50 degrés par 100 mètres. Quand je le fais par modélisation inverse, que ce soit avec GR4J ou HBV, j'ai plutôt un gradient de température de 0,65, 0,67 degrés. De la même manière, pour les précipitations, alors que j'avais un gradient de précipitation de 57% par kilomètre, là, j'ai plus qu'un gradient de 30 à 35% de kilomètres de correction de la précipitation. Voilà, donc ça, c'est un chiffre intéressant. Rapidement, j'ai aussi testé la base de données SPASM de l'EDF qui prend en compte de manière différente avec des weather types, les gradients d'élévation de température et de précipitation, et j'obtiens des meilleurs résultats en utilisant 2 gradients TLR et PLR, et seulement cela comme paramètre de contrôle. Donc j'en ai quasiment fini, presque 12 minutes. Voilà, je pense que vous avez compris mon message, donc je ne vais pas revenir sur les conclusions. Je vais laisser la place aux questions. Et si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez vous référer à un article qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans sur ces questions. Je vous remercie. Merci beaucoup.